Les premières constructions en briques de terre crue remontent à environ 9 millénaires avant notre ère, en Mésopotamie et au Proche-Orient. Quelques millénaires plus tard, c'est la construction en briques de terre cuite qui s'y développe et qui sera notamment très employée par les civilisations grecques et romaines. En France, les deux techniques constructives seront employées jusqu'au début du XXe siècle. Mais avec le développement de l'industrie, ce sont les briques de terre cuite, produites en grand nombre dans des briqueteries, qui prendront le pas sur la terre crue, puis qui seront elles-mêmes bientôt remplacées par le béton. En parallèle, les guerres mondiales auront marqué une rupture dans la transmission des savoir-faire traditionnels pour construire en terre crue, et après 1945, la France manque d'artisans compétents pour ces ouvrages. Aussi, ce n'est que depuis les années 1980 que la construction en terre crue réémerge en France, suite à la prise de conscience de l'impact environnemental des matériaux industriels, mais aussi au désir de réhabiliter des savoir-faire anciens et un matériau local. Or, réhabiliter ces savoir-faire pose certaines difficultés, notamment celle d'assurer les performances et la résistance d'un matériau non industrialisé, et donc plus ou moins différent à chaque projet. Dans cette vidéo, nous allons donc vous expliquer les différentes méthodes dont les professionnels disposent aujourd'hui pour tester et caractériser la terre. On parlera des difficultés à travailler avec un matériau non industriel, mais également des intérêts que cela comporte et des enjeux pour développer la construction en terre crue aujourd'hui. Quand on parle de terre crue, déjà, de quoi s'agit-il exactement ? La terre crue que l'on utilise dans la construction est en fait un mélange en quantité variable d'argile, de limon, de sable, d'eau et parfois de gravier et de cailloux. Dans ce mélange, l'argile joue le rôle de liant, au même titre que le ciment dans le béton. À savoir qu'en fonction de leur composition, toutes les terres ne se prêtent pas à la construction. Qu'est-ce qui permet alors de certifier si une terre est bonne ou non à construire et d'en connaître les performances ? Pour tester le matériau terre, il existe 3 familles d'essais complémentaires. Les essais de terrain permettent d'évaluer si une terre est bonne ou non à construire. Les essais de laboratoire définissent les performances d'un élément d'ouvrage en apportant des données chiffrées. Enfin, les essais de chantier visant à tester un matériau fini, une mise en œuvre et une esthétique au travers d'un élément test, par exemple un mur. Cependant, tout ça dépend également du type de projet dont on parle. Pour les petits projets privés n'accueillant pas ou peu de public, les tests de laboratoire et de chantier ne sont pas nécessaires. Le savoir-faire et l'assurance décennale du maçon ou de la maçonne suffisent à ce que le projet soit validé. En revanche, les projets publics ou les gros projets privés qui, en raison de leur nature ou de leur importance, présentent des risques particuliers pour la sécurité des personnes, sont soumis à l'approbation d'un contrôle technique. C'est dans ce cadre qu'interviennent les essais de laboratoire et de chantier afin d'apporter au bureau de contrôle des données chiffrées lui permettant d'évaluer à la fois la terre, les éléments d'ouvrage et la mise en œuvre. Les tests de terrain. Les tests de terrain sont des tests basés notamment sur l'expérience du maçon ou de la maçonne. La plupart d'entre eux n'apportent pas de données chiffrées, mais proposent une étude comparative entre les terres, permettant aux professionnels d'appréhender la quantité d'argile présente dans la terre et la qualité de celle-ci, afin de déterminer si elle conviendra à leur technique constructive. 5 tests sont souvent réalisés. Le premier test est celui du toucher et permet d'évaluer rapidement la composition de la terre. On prend une poignée de terre sèche, on enlève les cailloux et on la presse entre ses doigts. Ce test permet d'estimer la quantité et la taille des granulats présents. Si on retrouve de nombreux agrégats de terre difficiles à casser, cela témoigne d'un taux d'argile important et donc d'une terre potentiellement bonne à construire. Le toucher permet également d'apprécier la sensation sur les doigts que nous procure cette terre. Si la terre est rugueuse, alors c'est une terre contenant probablement beaucoup de sable. En revanche, l'argile étant très savonneuse, si une terre glisse entre nos doigts, cela peut indiquer une grande présence d'argile. Ces tests sont aussi l'occasion de sentir la terre. L'odeur d'humus peut indiquer une présence organique potentielle qui n'est pas souhaitable pour la construction. Le deuxième test est celui de la sédimentation en bouteille. Ce test permet de déterminer les proportions des différents éléments composant la terre, et en particulier les argiles et limons. Pour cela, on remplit de terre sèche le quart d'une bouteille, on complète avec de l'eau, on secoue bien, on laisse reposer 1 heure, puis on ouvre la bouteille pour sentir une éventuelle odeur d'humus, qui indiquerait la présence de matière organique. On mélange à nouveau énergiquement, puis on laisse reposer 24 heures. Grâce à cette expérience, on va pouvoir remarquer que les graviers se sont déposés au fond de la bouteille, puis les sables, les limons et enfin l'argile. Si des matières organiques étaient présentes dans la terre, nous aurions également un dépôt à la surface de l'eau. Ainsi, on pourra comparer les proportions de chacun de ces composants dans les différentes terres, notamment la quantité d'argile. Le troisième test est celui du boudin, permettant d'appréhender la quantité d'argile présente dans la terre.
L'idée ici est de venir former un boudin avec une terre à l'état plastique par pression, sans le rouler, d'environ 3 cm ayant tamisé la terre pour retirer les gros grains. On vient ensuite soulever le cigare afin de le laisser glisser doucement dans le vide. On conserve les morceaux tombés pour les mesurer. On dit généralement que si les morceaux de cigare conservés font plus de 5 cm, la terre est bonne à construire. Plus ces morceaux sont longs, plus la terre est cohésive et plus elle contient d'argile. Le 4e test réalisable est celui de la pastille. Ce test permet de savoir si une terre est composée d'argile gonflante ou non. Dans la construction, on utilise les argiles non gonflantes, car plus une argile gonfle, plus il y aura de fissures et du retrait au séchage. On viendra également tester l'effritement de la pastille et sa casse. Pour ce test, nous avons besoin d'une terre à l'état plastique. On remplit de terre un moule circulaire d'environ 5 cm de diamètre et 1 cm de hauteur. On démoule, on laisse sécher 24 heures environ, on retourne les pastilles pour un séchage homogène. Au bout de 48 à 72 heures, on mesure les pastilles sèches afin de comparer leur taux de rétractation au séchage. On frotte énergiquement les bords de la pastille afin de voir si la terre s'effrite beaucoup ou peu. Puis on vient la casser en deux avec ses mains. Si la pastille se casse difficilement et avec un son sec, cela signifie que la terre contient beaucoup d'argile. Si elle se casse facilement et avec un son sourd, la terre contient probablement beaucoup de limon et de sable. Enfin, le 5e test réalisable est celui des gants d'argile. Pour chaque terre, on mélange environ 2 volumes de terre avec 5 volumes d'eau. Ces quantités ne sont pas fixes, l'important est de tester chaque terre avec les mêmes volumes d'eau et de terre à chaque fois. On vient ensuite uniformiser le mélange, puis on y trempe nos mains. Si la terre reste sur les mains, que le gant de terre est persistant, cela signifie que la terre contient beaucoup d'argile. Si la terre s'en va facilement et que le gant ne persiste pas, alors la terre contient certainement beaucoup de sable. On peut également remarquer la présence de matière organique, indésirable pour la construction. Tous ces tests sont des tests de comparaison sans données chiffrées. Ils ont la qualité de pouvoir se réaliser avec peu de matériel et sur le terrain, mais nécessitent l'expérience des maçons et maçonnes, ainsi que la connaissance du patrimoine bâti de la région. De plus, ces tests ne suffisent pas pour répondre aux demandes des bureaux de contrôle, car ils s'appuient sur des observations et des sensations, et non pas sur des calculs et des chiffres, ce qui empêche de rentrer dans les procédures habituelles. Des essais complémentaires en laboratoire sont donc nécessaires afin de tester les performances d'éléments d'ouvrage. Les tests en laboratoire. Les essais de laboratoire permettent d'évaluer les caractéristiques d'une matière première et les performances d'un élément d'ouvrage en apportant des données chiffrées. 2 types d'essais sont réalisés, les tests de caractérisation de la terre et les tests de convenance. Les tests de caractérisation comptent entre autres les tests de teneur en eau, masse volumique des sols, analyse granulométrique et sédimentométrique, essais au bleu de méthylène, limite d'Atterberg à la coupelle, limite de retrait sur échantillon remanié. Ces tests permettent d'établir la fiche d'identité de la ressource. Les tests de convenance, quant à eux, sont réalisés sur des échantillons réalistes correspondant à la technique qu'emploie le maçon ou la maçonne lors du chantier. Sachant qu'il y a autant de techniques de mise en œuvre que de maçonnes, en fonction de sa mise en œuvre, les performances des éléments d'ouvrage varient énormément. Ces derniers tests sont donc plus pertinents. Ces essais de convenance sont déterminés par une norme qui ne couvre pas l'ensemble des techniques de construction en terre crue. Cette norme est la norme XP P13-901 qui définit les caractéristiques des briques de terre crue destinées à la réalisation de murs et de cloisons. Ces briques peuvent être compressées, extrudées ou moulées et peuvent être additivées ou non. Pour le reste des techniques, bauge ou pisé, des guides de bonne pratique ont été réalisés. Ce sont des documents de référence, évolutifs, d'application volontaire, conçus par une branche professionnelle pour les acteurs de son secteur. La norme XPP13-901 permet de classifier les briques de terre crue en 4 catégories, comme le montre ce tableau. Pour cela, elle se base sur l'étude des caractéristiques visuelles et dimensionnelles, la résistance en compression, le comportement sous l'effet du gel et de l'humidité, la résistance à la diffusion de vapeur d'eau, la résistance à l'abrasion, la conductivité thermique, la réaction au feu et les pollutions des terres. L'ensemble des protocoles sont expliqués dans la norme et nous allons ici vous montrer 2 exemples. La résistance en compression et la résistance à l'abrasion. Pour la réalisation de tous ces essais, les briques doivent être sèches. Test de résistance à la compression.
Ce test doit être réalisé sur 6 éprouvettes et demande une certaine préparation puisqu'il ne se réalise pas sur une brique mais sur la superposition de 2 demi-briques liées par un mortier afin d'être le plus représentatif possible. Pour ce faire, il faut donc diviser une brique en 2 parties égales, mesurer les dimensions des surfaces hautes et basses des 2 morceaux et utiliser la plus petite des surfaces comme valeur pour la surface d'appui SA. On superpose ensuite les 2 moitiés dans leur sens de pose en humidifiant leur face en contact au préalable et en interposant entre elles une couche de mortier de 10 mm maximum. On vérifie ensuite le parallélisme et on laisse durcir 24 heures à température ambiante. Une fois les éprouvettes prêtes à être testées, il faut les conditionner à 23 degrés Celsius et 50% d'humidité relative jusqu'à obtention d'une masse constante. Afin de réaliser l'essai, on place donc l'échantillon entre les plateaux de la presse que l'on recouvre d'une membrane élastomère. On vérifie que l'éprouvette est bien centrée en mesurant la distance entre les 4 bords de l'éprouvette et les bords du plateau et on lance l'application de la charge jusqu'à rupture. On relève enfin la force maximale supportée par l'éprouvette au cours de l'essai. La résistance à la compression R de la brique, exprimée en mégapascal ou newton par millimètre carré, s'obtient en divisant la valeur de la force maximale à la rupture de la brique F par la valeur en millimètres carrés de la surface d'appui de la brique SA. Avec la moyenne de ces 6 valeurs obtenues, on détermine la correspondance avec la catégorie de résistance à la compression à partir de ce tableau. Les résistances obtenues pour la terre crue sont généralement considérées comme faibles. Cependant, pour vous donner un ordre d'idée, la descente de charge d'un bâtiment ayant un étage est d'environ 0,3 mégapascal, et la résistance à la compression de la terre crue se situe généralement entre 1 et 5 mégapascal. Comme il n'y a pas de normes spécifiques à l'ensemble des techniques de terre porteuse réglementant la résistance mécanique du matériau, ce sont les bureaux de contrôle et les assureurs qui fixent leurs propres exigences et mettent des coefficients toujours plus élevés que pour les matériaux conventionnels, ce qui désavantage la terre. Par exemple, pour le pisé, le coefficient de sécurité établi est 5, alors que pour le béton, ce dernier est de 1,5 et pour l'acier 1,15. Test de résistance à l'abrasion. Le test de résistance à l'abrasion doit être réalisé sur 3 briques entières. Comme pour l'essai de résistance à la compression, les briques doivent être conditionnées à 23 degrés Celsius et 50% d'humidité relative jusqu'à obtention d'une masse constante. On pèse donc chaque brique, ce qui nous donne une masse M0, puis on pose la brique sur un plan de travail horizontal pour le brossage. La brosse métallique sera lestée de 3 kg et posée sur la brique afin que le poids s'exerce verticalement. Le brossage doit durer 1 minute à raison d'1 aller-retour par seconde. À la fin du brossage, la brique est nettoyée des éléments qui s'en sont détachés, puis est à nouveau pesée, ce qui nous donne une masse M1. On note alors la masse de matériaux détachés, soit M0 moins M1 en grammes. Le coefficient d'abrasion Ca est conventionnellement exprimé par la formule Ca égale M0 moins M1 divisé par S. S étant la longueur fois la largeur de la surface brossée en centimètres carrés. Avec la moyenne des 3 valeurs obtenues, on détermine la correspondance avec la catégorie de résistance à l'abrasion à partir de ce tableau. Chacun des essais permet de classer les éléments testés en différentes catégories, comme on a pu le voir dans ces 2 exemples. L'ensemble de ces catégories permet d'obtenir une désignation comme BTM CL2 RC4 MV 2,0 5 x 11 x 22 S 0% XP P13 901. L'ensemble de ces désignations renvoie donc à des caractéristiques techniques et permettent aux professionnels de déterminer si les briques testées peuvent être employées pour leur projet. Comme dit plus tôt, il n'existe qu'une norme traitant des constructions en terre crue. Pour développer cette filière et faciliter son emploi dans davantage de projets de grandes envergures, il serait utile que l'ensemble des techniques soient cadrées par des normes afin de démocratiser ces techniques et de rassurer l'ensemble des équipes de maîtrise d'œuvre et d'ouvrage. Test de chantier. Enfin, le dernier type de test sont les essais de chantier qui visent à tester un matériau fini, une mise en œuvre et une esthétique via un élément test, par exemple un mur, et d'assurer la conformité du chantier. Ils sont les garants d'une conception, d'une réalisation et d'une livraison conforme au cahier des charges. L'intérêt des essais de laboratoire que nous avons vus plus tôt n'est pas simplement de tester le matériau ou l'élément d'ouvrage.
Ils servent également à mettre en place des techniques pour contrôler la qualité de la production via des essais de chantier simples en corrélation avec les essais en laboratoire. Par exemple, en réalisant des essais de résistance à la compression avec différentes teneurs en eau, on peut réussir à déterminer une courbe caractéristique du comportement mécanique en fonction de la teneur en eau. Grâce à cette courbe, le contrôleur technique peut exiger une résistance mécanique minimum et le vérifier aisément sur le chantier en testant uniquement la teneur en eau. Pour ce faire, il peut réaliser un test d'humidité permettant de déterminer la teneur en eau d'un matériau à l'aide d'un humidimètre. Ce test se réalise en insérant des sondes dans le matériau à une distance donnée. Un courant descend alors d'une sonde pour passer dans la seconde. L'humidimètre mesure ainsi la résistance que le courant rencontre en traversant le matériau entre les sondes et génère un relevé d'humidité en pourcentage. Grâce à ce résultat, le contrôleur pourrait donc se référer à la courbe mettant en corrélation la teneur en eau du matériau à sa résistance mécanique pour vérifier cette dernière et la bonne mise en œuvre du matériau. Dans un certain nombre de cas, des solutions de construction en terre n'ont pas été mises en œuvre en raison de l'absence de documents de référence sur lesquels s'appuyer ou au contraire de l'utilisation de documents inadaptés à la terre crue. Des savoir-faire et des connaissances existent pourtant, mais ils ne sont ni réunis, ni décrits, ni reconnus de manière officielle. Pour que la construction en terre puisse se développer, il est nécessaire d'apporter aux acteurs de la filière les moyens de se référer à des documents normatifs et/ou de référence qui définissent les responsabilités de chaque acteur et les modalités d'obtention des résultats attendus. Ces difficultés sont essentiellement ressenties par les acteurs de la filière, du concepteur à l'entreprise, en passant par les assureurs et les financeurs qui connaissent mal ou pas du tout le matériau et ne peuvent ou ne veulent pas prendre le risque de se lancer et d'engager leurs responsabilités sur un projet en terre. Il est également indispensable de créer un lien de confiance entre les artisans et l'ensemble de l'équipe de maîtrise d'œuvre, architectes, ingénieurs, etc., et d'ouvrage, les bureaux de contrôle, les assureurs, afin qu'ils puissent travailler main dans la main à la réalisation du projet et que le savoir-faire et l'expertise des maçons et des maçonnes soient mieux considérés et pris en compte tout au long du projet.